Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous propose un livre de Clément Rosset, Le réel, traité de l'idiotie. Les lignes qui suivent proposent quelques incursions dans le champ du réel, par quoi nous désignons d'abord l'existence en tant que fait singulier, sans reflet ni double, une idiotie donc, au sens premier du terme. Une idée nous a incité parmi d'autres que la pensée d'une telle idiotie est encore, peut-être, pour jamais à venir. Cela malgré certaines apparences d'une philosophie moderne qui demeure dans l'ensemble à travers, par exemple, les figures de l'illusionnisme et de l'inguérissable, toujours bien décidé à maintenir, vaille que vaille, des significations imaginaires. Dans l'île de la raison de Marivaux, tout le monde finit par quitter ses illusions et se rendre à l'évidence, tous sauf le philosophe. On peut assurément soutenir que le fait de donner raison au réel constitue le problème spécifique de la philosophie, en ce sens que c'est son affaire, mais aussi qu'elle n'est en tant que telle jamais tout à fait capable d'y faire face, probablement parce qu'un tel aveu suppose une vertu que le génie philosophique ne peut, à lui seul, produire ni remplacer. D'un réel encore à venir au-dessus du volcan. Le consul, sans but précis, sans direction déterminée, d'un pas à la fois incertain et assuré, ivrogne incurable, il a déjà bu vaillamment, malgré l'heure très matinale, pour fêter le retour de son ex-femme, Yvonne, qu'il a été attendre au bar de Conahuac, occasion de prendre quelques verres de whisky supplémentaires, et ils rejoindront à pied la villa du consul. Allons-y gaiement et tâchons de faire bonne impression. Le consul, et réussit plutôt, parvient, du moins aux côtes d'Yvonne, à mettre assez régulièrement un pied devant l'autre tout en parlant avec un rien de solennité, tandis que d'autres, certaines, de toute façon, ils allaient leur chemin. D'une certaine, de toute façon, c'est-à-dire de toute façon, d'une certaine façon, la journée s'annonce longue et rude. Mille épreuves attendent le consul jusqu'au soir de ce jour de la fête des morts, où il doit lui trouver la mort, épreuve dont il sortira toujours victorieux, la dernière exceptée, grâce à la persistance d'un état éthylique, semi-comateux, qui le met pour ainsi dire hors d'atteinte. Le premier obstacle sera, au petit matin, la rencontre avec un compatriote empressé qui s'inquiète de le voir couché au bord de la route et lui propose assez innocemment un flacon de whisky pour l'aider à retrouver son aplomb. De celui-ci, le consul viendra en somme vite à bout. Sa femme, Yvonne, qui le retrouve à la villa, a fait sa toilette et l'attend dans sa chambre, ne lui posera guère plus de problème, une sieste profonde et impérative au bord de sa piscine où il est sujet à d'étranges hallucinations. Lui servira de parade provisoire et il n'est alors que 8 heures du matin et les choses peuvent attendre. Il échappera avec cran peu après aux remontrances sévères d'un voisin qui s'en laisse pas compter en lui a tout de suite lancé la bonne question. Vous faites quoi? Par la suite, il échappe tant bien que mal aux nausées de la machina infernale de la fête foraine de Conahuac, un enlistement dans la cantina del Bosque, aux côtés de la seigneur Gregorio, comme il échappera au taureau de Tomalin, au mirage de Salon-Féléa, aux questions de policiers douteux dans le bar de Farolito à Parian, qui entendent l'enrôder de force dans la police mexicaine. Il tiendrait le rôle d'un excellent mouchard, présentant une vague danger dans l'insistance de ces hommes, le consul s'est enfui, mais les policiers éméchés, qui n'aiment pas qu'on leur brûle ainsi la politesse, l'ont vite rejoint. Ils abattent et jettent son corps dans le vaste ravin que surplombe la ville où tant de choses sont déjà tombées. Pour en arriver là, il faudra beaucoup d'énergie, de détermination, et le consul n'en manque pas. À l'abri de ses lunettes noires, ses dents si besoin est d'une forte canne, le consul sait où il va et ne se laissera pas intimider. Admirable volonté de celui qui non seulement ne veut exactement rien, mais encore qui, s'il voulait quelque chose, serait hors d'état d'en avoir conscience.
On sait que Descartes recommande dans le discours de la méthode d'aller toujours dans l'avant si l'on veut être sûr d'arriver du moins quelque part. Fort de cette certitude, le consul ne suit pas, on suit un chemin pleinement réveillé, pleinement lucide, fort capable de faire face à quoi que ce soit qui croiserait son chemin. Le fait est qu'il ne manquera aucun pas de l'itinéraire qui le mène de Cantina à Cantina jusqu'à la Barranca, le ravin de la mort. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement? Pourquoi la route qu'il suit de manière apparemment désordonnée ne serait-elle pas précisément sa route, celle qui a voulu et choisi? Quoi que je fasse, je le ferai délibérément, dit-on, mais le réciproque est tout aussi vrai. Là où il y a un chemin, on peut toujours trouver une volonté. Il est toujours possible d'imaginer une volonté pour relier après coup une succession d'actes insignifiants, de même qu'il est toujours loisible, au lieu de Leibniz, omniscient, de trouver la fonction mathématique de la courbe invisible qui passe par une succession de points éparpillés au hasard. C'est pourquoi toute action peut être réputée insignifiante et toute volonté dérisoire, d'être incapable de produire des séries d'actes qui diffèrent en nature de séries purement hasardeuses. Comme tous les ivrognes, le consul constate un flottement continuel dans la balise du temps et de l'espace. Sa vie s'accomplit dans un temps et un espace incertain, où Catherine Train venant d'où, où était le nord, comme le dit Lucer, de la déclination des atomes et de ses mouvements imprévisibles. Le chef de gare avait-il dit le troisième ou quatrième train venant d'où? Où était le nord, l'ouest? Et en tout cas, l'ouest et le nord de qui? Était-ce demain qu'il était censé attendre le train? Qu'avait dit le chef de gare? Brouillage permanent des coordonnées qui n'empêche pas le consul de tenir bon, de faire face à la mouvance maligne de son environnement. Se hâtant l'alcool par tous les ports, le consul se tenait à la porte ouverte du salon Ophélia, qu'il avait eu raison de prendre en escale, qu'il avait eu raison. Toutefois, on aurait tort de penser que le consul a simplement perdu le sens de l'orientation. Ce serait là le cas d'un ivrogne ordinaire, sujet à des cuites pendant lesquelles seulement vacillent les cadres de son existence pour se remettre en place sitôt la crise passée. Mais le consul de Malcolm Lowry n'est pas un ivrogne ordinaire, c'est un ivrogne extraordinaire, un voyant qui se sait plonger dans un état d'ébriété exceptionnel. Il n'a rien d'un homme qui perd de temps à autre son chemin pour le retrouver par la suite puis le reperdre à nouveau. D'abord parce que son ivresse est permanente et qu'ainsi l'état de voyance qui en résulte ne se trouve sujet à aucune éclipse. Aucun intervalle de lucidité ne vient troubler son hébétude. Ensuite, parce qu'il n'y a plus pour lui depuis longtemps de chemin à perdre ni de chemin à retrouver, parce qu'il n'y a jamais eu de véritable chemin, le consul n'a pas perdu le sens de l'orientation. Ce sont plutôt les chemins qui ont disparu autour de lui et avec eux toute possibilité de direction. La voie droite s'est perdue dans la forêt obscure, comme un début de divine comédie de Dante, dont au-dessus du volcan, au dire même de son auteur, se veut une sorte de version moderne et ivre. Au milieu de chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure, car la voie droite s'était perdue. Cette perte de la voie droite ne vient pas de ce que le chemin soit venu à manquer dans l'esprit du consul, mais au contraire de ce qui pullule, de ce qui l'ont investi, toute la réalité. Une réalité qui n'est plus qu'un infini entrecroisement de routes, une impénétrable forêt de chemins. Or, si tout est indifféremment chemin, rien n'est chemin. Aucune direction, en effet, qui ne confonde avec n'importe quelle autre, comme se confondent chez Héraclite la route qui monte et la route qui descend. Et rien qui, en effet, ne soit chemin, ne soit direction déterminée. Il suffit pour s'en rendre compte d'essayer de marcher au hasard, tâche impossible s'il en est,
On peut bien, il est vrai, se déplacer sans intention déterminée ou tituber dans un pas d'ivrogne. L'itinéraire qu'on aura suivi, en fin de compte, n'aura pas moins tous les caractères de la détermination. Il est impossible, en toute rigueur, de marcher au hasard, comme il est de manière générale impossible de faire quelque chose qui ne possède pas précisément la détermination de ce quelque chose. On peut certes faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais pour autant faire n'importe quoi. Autrement dit, les manifestations du hasard ne sont susceptibles de se produire que pour autant qu'elles sont aussi des manifestations du déterminé, de la nécessité. C'est pourquoi l'incertitude dont parle Lucer est toujours en même temps une déterminée, un certum, et vice-versa. Les marques de la détermination sont toujours en même temps des marques de l'indéterminé, du hasard, la condition d'existence de toute chose étant d'être en tant qu'elle existe déterminée. Il s'ensuit qu'il n'est rien de quelconque qui ne soit déterminé, ni rien de déterminé qui ne soit pour la même raison quelconque. C'est pourquoi Malcolm Lowry dit du Consul et d'Yvonne qu'il se déplace d'une manière en somme nécessairement quelconque, nécessairement fortuite. Et Samboy, Annie-Boy, they moved on, tandis qu'il marchait de toute façon, d'une certaine façon. Cette remarque fait incidemment Lowry sur les démarches du Consul n'est anodine qu'en apparence. À y réfléchir, on découvre en tel un très profond paradoxe qui n'intéresse pas seulement la façon dont marchent les hommes, qu'ils soient ou non ivrognes, mais concerne le sort de toute chose au monde. De quel paradoxe s'agit-il? De ceci qu'on voit ici se confondre une notion avec son propre contraire, que le n'importe comment coïncide exactement avec le pas du tout, n'importe comment, mais bien de cette façon-ci. Il n'y a pas de n'importe quelle façon un niveau qui ne débouche sur une certaine façon sommeveau, c'est dire précisément sur quelque chose qui n'est pas du tout n'importe quoi, n'importe quelle façon, mais au contraire, cette réalité-là est nulle autre, cette façon qu'elle a d'être et aucune autre façon, intermitation totale et détermination totale sont à jamais confondues l'une avec l'autre. Aucun alinéa ne protégera l'aléatoire de la nécessité où il est de venir à l'existence sous forme de ceci, de rien d'autre que ceci. Ce qui est sûr, de toute façon, sur un niveau, c'est que toute indétermination cesse au seuil de l'existence, c'est-à-dire que rien ne sera jamais vraiment un niveau, puisqu'il n'est aucun niveau qui ne soit, dès lors qu'il est un sans-niveau. Nous appellerons insignifiance du réel cette propriété inhérente à toute réalité d'être toujours indistinctement fortuite et déterminée, d'être toujours à la fois un niveau et some-bow d'une certaine façon. De toute façon, ce qui fait verser la réalité dans le non-sens est justement la nécessité où elle est d'être toujours signifiante. Aucune route qui n'ait un sens, le sien, aucun assemblage qui n'ait une structure, la sienne, aucune chose au monde qui, même si elle ne se délivre aucun message lisible, ne soit du moins précisément déterminée et déterminable. On peut résumer en deux formules simples les principes de cette insignifiance générale. 1. Toute réalité est nécessairement déterminée. Cela est évident en vertu des principes d'identité A-A. Cette évidence ne constitue pas un truisme sans intérêt. On verra plus loin quand de nombreuses de cette vérité anodine peut devenir violente et apparemment irrecevable. Toute réalité est nécessairement quelconque. En effet, la détermination nécessaire est en même temps une marque de fortuit. Elle n'est pas nécessaire en ce qu'elle est ceci et non cela, ni en ce qu'elle est ceci ou cela, mais en ce qu'elle ne peut échapper à la nécessité d'être quelque chose, c'est-à-dire d'être quelconque. Or, toute réalité étant également et nécessairement déterminée, elle est aussi également et nécessairement quelconque.
Cette vérité vaut pour toute réalité, à l'exception cependant d'une seule, que nous dirons plus loin. La confusion des chemins. La démarche du consul de Malcolm Lowry, qui a perdu son chemin par excès de chemin, a abandonné toute distinction en raison d'une omniprésence et d'une équivalence générale des destinations, n'est caractéristique ni de l'état d'ivrogne, ni d'une vision tragique propre à hypothétique mal du XXe siècle. On la trouve exprimée déjà par Sophocle au vers 360 d'un chœur célèbre d'Antigone. Si on traduit ces vers littéralement du grec, on obtient ayant tous les chemins sans chemin, il marche vers rien, celui qui marche ainsi est l'homme que le début du chœur a défini comme la plus étonnante des créatures. Il y a beaucoup de choses étonnantes, mais la plus étonnante de toutes, c'est l'homme. Il serait vain de critiquer cette traduction littérale en arguant du fait que, à propos, son chemin devant être lié à Epuden vers rien, la traduction véritable donne étant muni de 1000 chemins, il n'est jamais démuni de chemin, il n'est sans chemin vers rien, c'est-à-dire jamais sans chemin. Tel est bien, il est vrai, le sens de ce vers, mais ce sens ne s'oppose qu'en apparence au sens de la traduction littérale, laquelle exprime un riche fond de signification dont la traduction habituelle désavouée jadis par Heidegger n'offre qu'un effet de surface, un reflet à la fois légitime et utilisable, mais aussi un reflet nécessaire partiel que l'homme ne soit sans ressources en aucun cas et que l'homme ne marche vers rien sans ressources sont formules strictement équivalentes, équivalence littérale, impossible de distinguer entre les deux formules mises à part en c'est la nuance fragile d'un nœud explétif équivalence sur le fond, même si on persiste à distinguer ici entre deux pensées. Celle qui dit que l'homme est sans ressources et marche vers rien, on ne peut manquer d'en découvrir à la réflexion l'équivalence profonde. Celui qui est incapable de se perdre jamais est aussi bien celui qui est à chemin perdu aux deux, c'est-à-dire même il manquera toujours la possibilité de s'engager sur une route, car une route implique le relief d'une série déterminée sur un fond de paysage indéterminé. Or rien de tel n'est possible dans le cas qui nous occupe, celui de l'être à qui tout, toujours, peut devenir chemin. L'homme décrit par Sophocle est à la fois muni de chemin et dépourvu de chemin, à la fois qui a tous les chemins et qui est sans chemin. On croyait entendre dire deux choses différentes au sujet de l'homme. En réalité, il s'agissait d'une seule et même chose, cette ambiguïté qui n'est apparente puisqu'elle consiste en un premier temps à faire hésiter entre deux sens apparemment opposés, mais ensuite à relever leur équivalence, est d'ailleurs une caractéristique constante du style de Sophocle, ambiguïté permanente qui fait de Sophocle, malgré la simplicité de son écriture, peut-être la plus difficile à lire de tous les auteurs grecs, et l'un des plus délicats à traduire. Cette ambiguïté constitue en l'occurrence moins une occasion de contresens, risque de traduire blanc alors que Sophocle dit noir, qu'une occasion d'exprimer une ambiguïté inhérente à la nature de la chose dont il est question. La traduction risque donc moins d'être à côté du sens que l'être partiel et plate, moins de faire contresens que d'effacer la richesse du sens. Un des exemples les plus remarquables de cette ambiguïté sophocléenne, qui ne signifie pas un double sens, mais valeur multiple d'un sens unique, se trouve dans l'Éodipe roi, au moment où Éodipe annonce solennellement qu'il saura découvrir le meurtrier du roi Laos, qui n'est autre que lui-même, en remontant au mont Tour, déclare fièrement le roi. Éodipe, à l'origine des événements demeurés inconnus. C'est moi qui les mettrai en lumière. La Soliaste ne manque pas d'observer qu'il y a dans cet égo fanaux quelque chose de dissimulé, que Oedipe ne veut pas dire, mais que comprend le spectateur, puisque tout sera découvert dans
Éodipe lui-même. Ego, Phano, c'est moi qui mettrai en lumière le criminel, mais aussi je me découvrirai moi-même criminel en disant Éodipe dit bien, si l'on veut deux choses à la fois, consciemment je désignerai le criminel, une autre qui n'existe consciemment que dans l'esprit des spectateurs qui connaissent l'histoire, peut-être aussi à la façon d'une prénomission confuse et inconsciente dans l'esprit d'Éodipe lui-même. Mais tout cela ne se dit qu'en un mot dont on conservera l'inquiétante simplicité en traduisant littéralement. Je montrerai le criminel et surtout l'apparente ambiguïté ne renvoie qu'à une seule et même réalité. L'homme est Oedipe, il n'y a qu'un mot pour le dire parce qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. L'essentiel est le ressort du tragique, et ici que deux choses apparemment distinctes sont en fait une seule et même chose. Impossible donc de conclure, comme Vernon à Vindalnaquet, qu'est-ce donc l'Éodipe, comme son propre discours, comme la parole de l'oracle. Éodipe est double énigmatique, car ce serait, là, en somme, persister à nier jusqu'au bout l'évidence, à s'accrocher désespérément à l'illusion dont tente de se nourrir Éodipe tout au long de son calvaire. Vision d'un double qui s'évanouit progressivement, d'une duplicité qui apparaît successivement certaine. Au début, il y a Éodipe, puis il y a le criminel, puis comme seulement probable, puis très improbable, mais encore possible, enfin impossible, la tragédie d'Éodipe est d'être bien une seule et même personne, qu'on ne saurait décomposer en ses différents rôles. Ici, la détective, le meurtrier, personne en grec moderne se dit ou neutre, c'est-à-dire littéralement une chose qu'on ne peut pas couper en deux. Remarquons en passant qu'en français, une personne a un certain homme, c'est aussi bien personne qu'un homme, écho du lien originel qui soude le déterminé au non déterminé, le quelque chose au n'importe quoi, la présence de mille chemins à l'absence de tout chemin, et pour achever nous faire rêver, rappelons-nous que le meurtre par lequel Éodipe a scellé son destin s'est accompli en un lieu où les différents chemins se confondent à la croisée des chemins. Triple chemin, vallée obscure, chenée, défilé à la fourche des deux routes, vous qui avez vu le sang de mon père, mon sang de mes propres mains versées, et dites-moi, témoin de mon crime, vous en souvenez-vous? Comme Édipe est à la fois celui qui cherche et celui qu'il cherche, l'homme du cœur d'Antigone est à la fois muni et privé de chemin, à la fois plein de ressources, sans ressources, homme de ressources. Et sans ressources au long, il est rusé, il a plus d'un tour dans son sac, il s'en sort toujours, il sait traverser l'océan, labourer la terre, capturer gibier et poissons, apprivoiser les animaux, la terre, construire maisons et cités, mais aussi homme sans ressources, tout cela ne menant à rien. Il sait faire tout cela, il pourrait d'ailleurs faire encore tout autre chose, n'importe quoi, il est l'être indifféremment de tous les possibles, à qui manque une destination, un chemin vers lequel quelque chose. Nul vent ne fait des montagnes, à qui n'a point de port destiné. Mais aussi bien, tous les vents sont bons, tout chemin confondu, n'importe lequel fera l'affaire. Cette confusion des chemins est très différente de ce qui se passe dans un labyrinthe. Que l'homme soit privé de chemin ne signifie pas du tout qu'il soit perdu dans un labyrinthe, ne sachant pas pour aboutir s'il vaut mieux emprunter le chemin de gauche ou le chemin de droite, et retrouvant à chaque nouveau carrefour un problème analogue. Dans le labyrinthe, il y a un sens, plus ou moins introuvable et invisible, mais dont l'existence est certaine. Sont donnés des multiples itinéraires, dont un seul ou quelques rares sont les bons, les autres ne menant nulle part. Le labyrinthe n'est donc pas un lieu où se manifeste la signifiance, mais plutôt un lieu où le sens se révèle en se recelant à un triple du sens et à un temps pour initier, car le sens y est à la fois présent et voilé, le sens y circule de façon secrète et inattendue à la manière de l'itinéraire improbable et
Il y a autant que doit emprunter l'homme égaré dans le labyrinthe s'il veut trouver une issue. À l'absence de chemin, c'est-à-dire à leur omniprésence propre à l'insignifiance, s'oppose ici la complication des chemins. On sait le goût moderne pour les jeux du sens d'ordre labyrinthique. Disparition du sens là où on le guettait, la réapparition du sens là où on ne l'entendait pas, fausse communication entre éléments voisins et homogènes, communication véritable entre éléments lointains et disparates, goût philosophique comme en témoignent les premières lignes des mots et les choses de Michel Foucault, la logique du sens de Gilles Deleuze et son étude des paradoxes du sens, la bande de Moebius et autres nœuds borroméens de Jacques Lacan, goût littéraire, labyrinthe de Rob Guibler, itinéraire mystérieux et communication secrète de Michel Bator, jardin ou sentier qui bifurque chez Berniès, le goût du labyrinthe est manifestement un goût du sens qui, à le considérer isolément, traduirait plutôt une indifférence de la modernité à l'égard de la question de la signifiance. À la confusion des chemins, on pourrait plus justement comparer la confusion très particulière engendrée par le phénomène de l'oubli, de même que la signifiance se définit non pas par le manque mais par la prolifération des chemins. De même, l'oubli se caractérise non pas par une perte de souvenirs mais bien par une omniprésence des souvenirs, par la masse indistincte de tous les souvenirs qui, lors de l'oubli, affluent en temps si serré qu'il devient impossible d'y repérer le souvenir recherché. Bergson a dit de l'absurdité qu'il y avait à opposer l'oubli à la mémoire. Il y a à l'oubli non pas quand les souvenirs disparaissent, cas qui ne se produit jamais, mais quand tous les souvenirs apparaissent en même temps, de manière indifférenciée, chaque souvenir faisant valoir des droits égaux à la reconnaissance. Habituellement, je trie mes souvenirs, je ne me souviens que de ceux dont j'ai besoin dans l'immédiat, dans l'état d'oubli, je ne trie plus et face à moi, sur un pied d'égalité, tous mes souvenirs. Comment choisir, comment s'orienter dans cette masse qui n'est même un dédale comme le labyrinthe, il n'y a plus de chemin, pas même de fausse direction, il n'y a plus de direction, plus de poteaux indicateurs, ou plutôt il y a bien encore des signaux, mais ceux-ci sont devenus dérisoires. Le A, qui devait, selon mes prévisions, me faire souvenir de B, mais aussi inutile que ce nœud à mon mouchoir qui devait m'aider à me rappeler quelque chose, mais qui se limite désormais à ce seul message qu'il y a en quelque chose dont il fallait me souvenir. Pour la chose elle-même, elle est là, présente parmi l'infinité des choses que j'ai pensées jusqu'à ce jour, elle est là devant moi, et je la connais bien, mais il y a trop de choses que je connais bien et qui sont là devant moi. Il est en somme impossible de distinguer entre oubli et souvenir absolu, savoir absolu. L'oubli de l'ivrogne, par exemple, pourrait fort bien être défini comme un excès de savoir, un savoir trop haut. Le cas du consul de Malcolm, Loroui, confirmerait cette définition. L'ivrogne véritable n'oublie tout que parce qu'il voit tout, parce qu'il sait tout, parce qu'il se souvient de tout dans une bande dessinée de Fred. La mémoire, on voit Monsieur Barthélemy, dont l'ami Philémon est devenu amnésique, implorer en vain les secours des habitants de la mémoire. Les secrétaires de la mémoire sont en grève. Plus aucun souvenir ne fonctionne, il faut attendre la reprise du travail de la mémoire sur un seul. Pourtant, la grève est demeurée sans effet, justement l'ivrogne du coin, qui est le seul à n'avoir pas perdu la mémoire, car les ivrognes sont comme les éléphants, ils n'oublient rien, et exactement pour la même raison ne se souviennent jamais de rien. Celle que vous cherchez ici, devant vous, parmi quelques millions d'autres, dès que vous l'aurez reconnue, elle est à vous. La lâche est facile, encore qu'un peu compliquée par le fait que c'est
millions d'autres femmes qui entourent votre bien-aimé, vous les connaissez aussi, toutes aussi intimement les unes que les autres. Telle est à peu près la situation de l'homme plongé dans la recherche d'un souvenir quelconque. Tâches dont le caractère laborieux et issue hasardeuse ont été décrits par Proust dans le plus célèbre de ses pages, une vision indistincte de toute chose, doublée d'une incapacité à en saisir aucune. Paralysie, immobilité, impuissance face à un flot de souvenirs qui submerge l'observateur, les souvenirs défilent à portée de main de celui-ci. Cependant, mais apparemment perdu, bras et jambes, ne dispose plus que de deux grands yeux ouverts et immobiles. Cette paralysie lucide, on le sait, celle des personnages de Samuel Beckett, notamment celle du héros de L'innommable rivé à un siège un peu surélevé par rapport à quoi celui qui parle dans L'innommable se trouve placé à jamais ici et maintenant ou au centre de quelque chose dont tout ce qu'il peut savoir est que c'est son environnement. Quel environnement? Est-ce de l'air, de la pierre, une enceinte, une illusion d'optique? Pour le savoir, il faudrait un bâton afin de le lancer en l'air pour savoir si du vide toujours ou si plein selon le bruit que j'entendrai. On peut peut-être plutôt de ne pas lâcher et de s'en souvenir comme épée pourfendant l'air autour de soi pour déterminer la nature molle ou résistante, éthérée ou liquide de l'espace ambiant, mais l'idée de reconnaître ainsi les lieux est de toute façon vaine, pas irréalisable, car il n'y a pas de bâton, l'époque des bâtons est révolue, ici je ne peux compter strictement que sur mon corps, pas de bâton, on dirait aussi bien, pas de chemin. Beckett n'est pas l'écrivain des labyrinthes, mais celui de l'insignifiance, de la confusion des chemins. Ces séries n'appartiennent pas à l'ordre du labyrinthe, ne suggèrent pas une signification insaisissable et cachée, promesse d'un sens lointain et mystérieux, mais offrent au contraire une signification immédiate, muette et plate, sans aucune promesse d'écho ni de reflet, qui s'évapore dans le temps même où elle se révèle, comme dans l'épisode des pierres à sucer, et dans le bon ordre, joyau de Molloy, la site de l'insignifiance, lieu où coexistent et se confondent tous les chemins, ne peut apparemment pas être décrit comme un état, car il est plutôt la négation de tout état, mais peut tout aussi bien être décrit comme l'état par excellence, possédant un effet de vertu qui fait défaut à la plus tenace des stabilités, à la plus durable des organisations, celle de n'être susceptible d'aucune modification, et il y a ici du moins assurance totale sur l'avenir, rien ne s'y produira qui puisse jamais contredire le principe d'insignifiance. Ce qui se produira sera toujours quelque chose à la fois déterminé et quelconque. Les chemins du futur appartiennent déjà à la confusion présente des chemins. Il y a en effet, comme nous l'avons indiqué ailleurs, une antinomie insurmontable entre les notions de hasard et de modification. Si ce qui existe est essentiellement hasard, il s'ensuit que ce qui existe ne peut être modifié par aucun alinéa, aucun événement, dans la mesure où aucun événement, au sens d'un quelque chose faisant éruption et exception dans un champ de hasard, ne saurait jamais se produire en changeant de manière imprévisible. Le réel ne fait que se confirmer dans son état. Il n'a pas changé, jamais le hasard ne sera changé par le hasard, raison pour laquelle tout événement, si agréable ou souhaitable soit-il, n'en est pas moins dérisoire dès lors qu'on entreprend de l'interpréter en philosophe et non plus en historien ou en politicien, en termes plus philosophiques, sinon sibyllins. Quelque chose peut modifier quelque chose, mais rien ne peut modifier rien.
Or, le réel n'est rien, c'est-à-dire rien de stable, rien de constitué, rien d'arrêté, donc le réel n'est en soi pas modifiable, et c'est pourquoi Sophocle, après avoir dit dans Antigone que l'homme marche vers rien, ajoute que ce rien ne concerne pas seulement le présent, mais bien aussi le futur, la série infinie des temps à venir, ayant toujours les chemins sans chemin, il marche vers rien, quoi qu'il puisse arriver. De la façon, Lucer propose une théorie de la monotonie, idem sunt super omnia, qui s'oppose mutuellement à sa théorie de la modification perpétuelle, mais au contraire la confirme et la précise. Ce qui n'existe en changeant ne peut se modifier du fait qu'il change. Que tout soit toujours pareil signifie alors que tout est toujours également fortuit, éphémère et changeant. Telle est la raison de l'uniformité du monde selon Lucer. Lucrèce de ne pouvoir changer de forme ni de constitution pour être constitutionnellement sans forme. Malcolm Lowry exprime de manière très belle cette non-modification inhérente de l'état changeant. Le consul ivre est assis à une table de restaurant de salon. Ophélia, en compagnie de son demi-frère et Livonne, et médite sur les conditions de son être au monde. Le consul était assis, mais tout habillé, ne remuant pas un muscle. Pourquoi était-il ici? Pourquoi était-il toujours plus ou moins ici? Why was he always more or less here? Il a beau se remuer, aller où bon lui semble, il se retrouve toujours à peu de choses près, aux mêmes endroits, au même point. Le consul est ici, au bord d'une grande révélation d'ordre ontologique de cette vérité que la faculté d'exister n'importe où ne se dispense pas de la nécessité d'exister chaque fois quelque part, toujours, et ici donc, plus ou moins. Remarquons au passage que toujours en anglais se dit always, c'est-à-dire by all way, quel que soit le chemin. Reste à déterminer pourquoi cet homme que Sophocle décrit comme privé de chemin, quels que soient ces chemins, dérivant vers le rien à la faveur de l'infinité de ses moyens, est en même temps, au dire du même cœur d'Antigone, décrit comme Deinos, étonnant et le plus de tous les êtres, c'est-à-dire du gré des traducteurs le plus étonnant des êtres, ou le plus admirable, ou le plus merveilleux, ou le plus terrible, ou le plus formidable, voire le plus inquiétant. Il serait probablement assez vain de voir ici une profession de foi humaniste, un simple témoignage d'auto-admiration de l'homme, ce que le grec du 5e siècle, tel du moins que l'on un Sophocle ou Phidias, éprouve à l'égard de lui-même, est un sentiment de jubilation intense, mais mesuré, impliquant plus l'intuition de ses limites que la découverte d'un pouvoir infini. Rien de plus opposé, semble-t-il, à cette satisfaction grecque que le sentiment ou la manifestation d'un quelconque contentement de soi. Pourtant Sophocle dit que l'homme est plus que toute autre chose au monde. Pour saisir le sens de cette remarque, il importe sans doute de restituer le passage dans son contexte, de se souvenir que le cœur en question intervient immédiatement après qu'on a appris que le corps de Polynice a été recouvert de poussière selon le rituel sacré, et ce, en dépit des instructions expresses du roi Créon. Le cœur où on commence. Alors ce prodige se fait prodigieux comme ordre du roi, absolument contraignant, puisqu'il prévoit la mort pour tout contrevenant a été enfreint. Or, un tel prodige ne peut être que le fait que de main humaine. C'est pourquoi l'annonce du prodige se prolonge aussitôt d'une évocation de l'homme, d'un cœur qui entreprend de décrire l'homme
en tant que prodige, en tant que susceptible d'actes prodigieux, l'homme en général, et non Antigone, dont le cœur est censé ignorer encore quel est l'auteur de l'acte interdit. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Seulement un homme? Pourquoi? Parce que seul l'homme est susceptible d'un comportement pervers, contredisant toute prévision, toute norme perverse, c'est-à-dire sans dessus-dessous, ayant retourné le sens aboli, le sens. L'homme n'est pas, comme il serait dit plus loin, capable d'emprunter tous les chemins, y compris les voies interdites, les voies apparemment impraticables. Or Créon entendait justement limiter ces possibilités de l'homme littéralement extravagante. Une route, au moins, décide-t-il, sera fermée, celle qui consisterait à accorder à Polynice les honneurs funèbres, mais pour rendre à l'homme aux mille chemins une voie impraticable, il ne suffit pas de frapper l'interdit, et rien n'est impraticable pour l'homme. Machine tout-terrain, toujours susceptible de surprendre, l'homme est une chose terrible, redoutable, parce qu'inattendu, tel est l'ensemble des sens que résume c'est Sophocle le terme de terrible. L'homme l'est de disposer de tous les chemins tout en n'ayant aucune destination, car rien n'est dangereux comme une machine qui ne va nulle part, tous les chemins qui lui sont par définition ouverts. C'était les 23 premières pages de Clément Rosset sur le réel traité de l'idiotie. J'espère que ces 23 premières pages de ce livre vous auront donné envie ou du moins enclin à chercher à l'acheter et par la sorte continuer à faire vivre Clément Rosset. Et comme il aimait à le dire, tout ce qui existe est réel. Bien à vous.